On va laisser encore quelques minutes parce qu'on a des participants qui continuent à se connecter. Et d'ici 2 minutes, nous allons démarrer. C'est vrai. Bon. Écoutez, je vous propose que l'on démarre ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont réussi à se connecter et qui nous rejoignent. D'autres sont peut-être arrivés en cours, mais on va essayer de démarrer à l'heure, notamment pour tenir l'objectif de la journée et finir à l'heure. Donc, je me présente, moi je m'appelle Luc Landman. Je suis associé, un des fondateurs du cabinet Adopal, et je suis très heureux de vous accueillir pour, peut-être certains d'entre vous étaient là hier, pour en fait notre deuxième journée de webinar concernant la gestion de la crise Covid à l'hôpital et les enseignements. Je vais juste me permettre de poser une question importante au début. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez la présentation sous les yeux? N'hésitez pas à répondre par le mode de discussion, par le chat. Voilà, j'attends juste une petite confirmation pour être sûr que tout le monde me voit et m'entend. C'est parfait. Bon, merci Hélène. Bonjour. Rebonjour. Voilà. Donc, en quelques mots peut-être d'introduction simplement, la raison pour laquelle on vous propose cette session, et ensuite le plus rapidement possible, je passerai la parole aux intervenants qu'on a la chance d'accueillir ce soir. L'idée, en fait, donc le cabinet Adopal, on travaille beaucoup dans l'organisation et la stratégie des établissements de santé de manière générale. On a vécu comme indirectement cette crise, ou en tout cas nos interlocuteurs nous ont raconté leur gestion de crise. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire ces journées, mais de les prendre sous un angle un petit peu différent, c'est-à-dire de ne pas parler vraiment des soins directement, mais parler de tout ce qui est gestion, fonction support, gestion des flux et tout ce qui soutient l'activité indispensable aux soins, parce qu'au final, quand on écoute la crise, on a beaucoup parlé du soin en tant que tel, mais on a aussi soulevé beaucoup de questions sur des questions de gestion de flux, de programmation de patients, de pénurie, de matériel, de masse, d'organisation à trouver un peu au pied levé. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire participer ces métiers, peut-être pas toujours en première ligne sur la prise en charge des patients, mais néanmoins absolument indispensables au fonctionnement des hôpitaux. Donc c'est pour ça qu'hier, on a eu une première présentation, une première journée un peu générale sur la logistique hospitalière, que demain nous parlerons plutôt flux et programmation de patients. Et donc là, aujourd'hui, sur cet après-midi, nous allons nous focaliser plutôt sur les produits de santé, les pharmacies et la manière dont elles ont vécu la crise. Donc pour ça, on peut peut-être passer. J'ai une diapositive d'introduction. Alors c'est un exercice périlleux pour moi parce que je ne suis pas un pharmacien. À côté de moi, il y a un pharmacien. En face, il y en a d'autres. Un autre, et peut-être dans la salle, il y en a-t-il un certain nombre. Mais on s'est dit qu'il n'était pas nécessaire de faire venir un intervenant pour présenter le métier, mais qu'on voulait vraiment rentrer dans le vif du sujet de la crise. Donc c'est pour ça, simplement, je me permets, pour poser le périmètre simplement en un mot, on ne sait pas exactement qui s'est connecté, quelle est votre connaissance du secteur hospitalier. Donc je fais cette introduction un peu imparfaite certainement, mais juste pour cerner le sujet. Et ensuite, je passerai la parole aux intervenants. Donc, nous allons parler des PUI, des pharmacies à usage intérieur, qui sont donc des pharmacies hospitalières qui sont propres à chacun des établissements de santé, évidemment différents des pharmacies de ville, des officines que vous connaissez. Donc, tout établissement de santé a une pharmacie à usage intérieur qui va avoir un certain nombre de missions. Je m'excuse d'avance sur le fait de ne pas avoir été exhaustif, parce qu'en fait, quand on connaît un peu les pharmacies, il y a un nombre impressionnant de missions qui sont confiées à la pharmacie, certaines obligatoires, d'autres optionnelles. Néanmoins, grosso modo et en résumé,
les principales missions des pharmacies tournent autour de tout ce qui va être approvisionnement et gestion de stock des produits de santé, donc à la fois les médicaments, les dispositifs médicaux stériles, les solutés, toute une gamme de produits. Donc c'est la pharmacie qui achète et c'est la pharmacie qui approvisionne et qui met à disposition des unités. Il y a cette activité de délivrance des produits aux unités, donc la mise à disposition pour les soignants. L'activité de pharmacie clinique qui se développe ces dernières années, qui va tourner schématiquement autour de tout ce qui est participation des pharmaciens à la prise en charge directe du patient, par exemple via des activités d'entretien, via des activités d'analyse des ordonnances, via des activités de conciliation, c'est-à-dire de bilan thérapeutique avec les patients. On a des activités, je pense qu'on en parlera peut-être un peu moins ce soir, mais de pharmacotechnie, c'est-à-dire notamment tout ce qui tourne autour de la production, les stérilisations qui sont sous la responsabilité des pharmaciens, les productions de chimiothérapie, les productions de préparation, voilà, et puis toutes les activités de qualité de gestion des risques. Le pharmacien est responsable du circuit du médicament, à la fois dans sa dimension système d'information, dans sa dimension qualité, dans sa dimension sécurisation du produit. Donc c'est un périmètre très large et les pharmacies hospitalières sont donc des acteurs absolument incontournables de l'approvisionnement des produits de santé, et donc étaient finalement directement derrière la première ligne dans cette crise. Voilà, et puis vous avez quelques photos qui sont non représentatives, puisque les pharmacies, selon la taille de l'établissement et selon le niveau d'équipement, sont très différentes. Mais grosso modo, les pharmacies gèrent aussi bien tout type de médicaments, des médicaments les plus complexes et les plus chers et les plus tracés jusqu'aux médicaments courants, tout ce qui va être dispositifs médicaux et également les gaz. Donc l'idée, en fait, c'était de faire venir ces intervenants, donc ces pharmaciens qui sont au cœur du sujet, pour partager avec nous en deux temps, on va dire, principaux. Un, plutôt retour d'expérience de la crise, et ensuite, plutôt un peu réflexion sur les perspectives, les enseignements, les perspectives. Donc pour ça, je vais directement passer la parole. Donc j'ai la chance d'accueillir Madame Corinne Mével, donc je vous présente rapidement, ensuite je vous passe la parole. Madame Mével, vous compléterez. Donc on a eu rapidement l'occasion de travailler ensemble. Vous êtes cadre de santé donc au service de la pharmacie à l'hôpital Jeune de Navarre, donc à Château-Thierry. Et en fait, dans les échanges, on a eu l'occasion d'échanger ensemble, et notamment, j'ai trouvé que l'expérience dont vous allez témoigner sur la gestion de la crise, sur l'adaptabilité, sur toutes les difficultés que vous avez rencontrées et sur la manière dont vous avez vu vous adapter, j'ai trouvé ça passionnant. Donc c'est à ce titre-là que je vous ai demandé, et je vous remercie d'avoir accepté de partager votre expérience, et je vous cède la parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Corinne Bébel, je suis cadre de santé à l'hôpital de Château-Thierry. L'hôpital Jeanne de Navarre est un établissement de 400 lits, dont 200 lits de maison de retraite, et nous avons également aussi un centre pénitentiaire qui est rattaché à l'APUI de l'établissement. Donc effectivement, le Covid, au départ, au mois de mars, c'était vraiment, il fallait faire face, parce que très rapidement, on s'est retrouvé avec un flux de patients très important, avec des patients identifiés Covid, des patients suspects, donc avec une activité médicale modifiée aussi également, et puis très rapidement une pénurie d'équipements de protection du personnel, une pénurie de masques chirurgicaux et FFP2, et puis de médicaments, entre autres les curares et les hypnotiques. Face à cette situation, on a dû trouver des solutions et surtout s'adapter au quotidien qui, chaque jour, nous demandait de réflexion et aussi d'ajuster nos organisations par rapport à ces problématiques. Donc, entre autres, on a dû trouver des solutions pour déménager et créer des nouvelles unités, donc des unités de soins typées Covid. Nous avons créé une unité de soins Covid spécifique pour la réanimation, un circuit pour les urgences, et puis également aussi un pôle médecine dédié Covid. Donc, de ces déménagements, cette création d'unités, on a dû aussi donc délocaliser du personnel, puisque les activités modifiées, arrêtées, entre autres le bloc opératoire a été, donc les interventions ont été arrêtées, nous n'avons que des interventions urgentes qui étaient encore en cours pendant cette crise. Donc nous avons redéployé du personnel et donc le former pour cette activité, les activités de soins
de médecine, par exemple, donc les IBOD, les IAD, les former au logiciel, parce qu'ils ne connaissaient pas le type de logiciel, mettre aussi des paramètres aussi pour qu'ils puissent aussi faire les demandes de pharmacie. Donc très très rapidement, on a dû s'adapter au quotidien par rapport à ces demandes, ces organisations qui se modifiaient au jour le jour. Entre autres aussi pour les médicaments, donc nous avons eu très rapidement une rupture de médicaments et puis également aussi une très forte augmentation des prix. Donc je vous ai mis en exemple le midazolam, on payait en prix marché 18 centimes, on a été jusqu'à 10 € à payer l'ampoule au niveau du prix. Donc on a dû s'adapter aussi au niveau de cette forte augmentation de prix, cette tension d'approvisionnement. On a modifié nos protocoles de réanimation en coordination avec nos réanimateurs. On s'est dépanné entre établissements aussi. Et puis par la suite, nous avons eu des demandes, des enquêtes à remplir quotidiennes, des enquêtes des stocks de médicaments qui nous restaient à la PUI, des enquêtes qui étaient soit quotidiennes, des bi-hebdomadaires, tri-hebdomadaires, qui nous demandaient beaucoup de temps. Suite à ces enquêtes, le stock de curare a été réquisitionné, puis après redistribué suivant les besoins de l'établissement. Donc nous avons reçu au mois de mai des stocks importants de médicaments, de curare, avec des dosages et des volumes différents. Donc c'est vrai que le temps qu'on a consacré par rapport au mois d'avril avec ce stock qui est arrivé au mois de mai, après le pic de la crise, ce n'était pas en corrélation avec les besoins qu'on avait initialement besoin au niveau du timing. Et puis, avec des stocks importants, des dosages et des péremptions très courts. Donc, actuellement, on dispose quand même d'un stock. On ne sait pas actuellement ce qui peut être utile pour la suite, mais voilà, s'il y avait un décalage entre le moment où on a fait cette enquête et la livraison des produits demandés. La solution hydroalcoolique, effectivement, nous avons aussi également des augmentations de besoins, bien sûr, beaucoup plus très importantes. Je vous ai mis en exemple, entre 2019 et 2020, on a doublé les demandes très rapidement. Nous n'avions plus d'approvisionnement auprès du fournisseur référencé au niveau de l'établissement. Donc, dans un premier temps, on a réussi à trouver des solutions hydroalcooliques en bidon de 30 litres qu'on a reconditionnées. C'était à nouveau en rupture, donc on a dû encore s'adapter et nous avons mandaté les pharmacies d'officine pour préparer la solution hydroalcoolique de la formule de l'OMS. Rapidement, c'est à nouveau retrouvé en rupture de matières premières. Donc, on a fait appel aux entreprises locales et donc, ils ont pu trouver des solutions, adapter leur chaîne de production et nous donner la production qui était réalisée dans ces usines. Et puis, en interne, on a dû s'adapter aussi par rapport à la gestion et la distribution de ces flacons, puisque nous avons c'était livré dans des cuves, dans des bidons, donc on a dû assurer le remplissage, le séchage de ces flacons de façon que ça soit distribué dans de bonnes conditions et écrit dans de bonnes conditions. Donc, on a eu vraiment une entraide importante en termes de la PUI, puisque la stérilisation nous a aidé aussi pour cette activité-là. Diapo suivante. Également pour les masques, très rapidement également, nous avons eu un besoin beaucoup plus important de masques chirurgicaux. À titre d'exemple, je vous ai marqué sur la même période ce qu'on a utilisé actuellement par rapport à 2019. En termes de masques chirurgicaux, donc 160 000 masques sur les 3 mois de mars, avril, mai, contre 12 000 sur la même période de 2019. Également sur le FFP2, on a triplé, même plus triplé par rapport à la consommation de 2019. Les tensions d'approvisionnement au niveau du fournisseur référencé, très rapidement, ils n'ont pas pu aussi nous livrer. Donc, on a fait appel aux dons
Et je dois dire qu'on a été vraiment rapidement, on nous a répondu et fourni des masques chirurgicaux et des masques FFP2. C'est ce qui nous a permis d'assurer la transition le temps que l'État réquisitionne les masques et nous les redistribue. Donc actuellement, on répond à une enquête 3 fois par semaine pour les stocks de masques. Donc là, le stock, les livraisons de masques, la dotation de masques allouée chaque semaine couvre nos besoins jusqu'à ce jour. En interne, on a dû trouver aussi des solutions puisque il a fallu sécuriser ce stock de masques parce que c'était très très demandé. Donc c'est le cadre de l'unité. Chaque cadre d'unité gère son stock de masques et le met en sécurité aussi également, pour éviter aussi le coulage de nos stocks. La gestion des équipements de protection, également une très forte demande très rapidement de surblouses et de tabliers pour la protection du personnel. Nous n'avons plus d'approvisionnement, très rapidement, nous n'avons plus d'approvisionnement de nos fournisseurs référencés. Nous avons encore une fois fait un appel aux dons, puisque nous n'avons plus d'équipement professionnel, d'équipement de protection, par exemple, pour les professionnels de santé. Et là, donc, nous avons fait un appel aux dons et on a eu une importante solidarité locale des entreprises, des particuliers, puisque très rapidement, on a eu 2512 les combinaisons de tissus qui nous ont été données. Et également aussi une mobilisation de la population, plus de 200 bénévoles à participer aussi à pouvoir répondre à ces besoins de protection. Et puis aussi l'implication des acteurs locaux, aussi bien associatifs et élus, pour pouvoir aussi couvrir ces besoins de protection. Donc, comment on a pu effectivement couvrir ces besoins? Eh bien, on a mis en place une fabrication locale, puisqu'on n'arrivait plus à acheter et à nous faire livrer ce type de fourniture. Donc, nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes nos protections sur blouse et tablier. Donc, la mise en place, eh bien, donc, déjà, on a demandé une autorisation de rouvrir un atelier de confection. Donc, la sous-préfecture nous a autorisé de rouvrir un atelier de confection. On a recherché du tissu en non-tissé. Le non-tissé étant en rupture de stock, on a trouvé en termes de qualité l'utilisation de la voie d'hivernage. Donc, on a sollicité nos pépiniéristes locaux pour réquisitionner le voile d'hivernage ou acheter en tout cas chez leurs fournisseurs. Nous avons également aussi organisé une collecte de nos achats de non-tissés. Donc, la communauté de communes d'agglomération de la région de Château-Thierry nous a mis à disposition un camion pour reprendre ces commandes dans la région de Lille et Saint-Omer notamment. On a trouvé ce type de voile d'hivernage avec le grammage nécessaire. On a élaboré une procédure qualité de fabrication et d'hygiène du produit livré. Donc, on a mis l'ingénieur médical aussi à travailler avec nous et le cadre hygiéniste. Le modèle a été validé par les équipes soignantes et nous avons déterminé un process de production avec un passage de l'autoclave avant la distribution du produit qui soit médicalement propre. Donc là, nous avons une participation, encore une fois, de la stérilisation de la PUI. Et puis, bien sûr, la recherche de bénévoles et couturières pour mettre en fabrication. Donc, à ce jour, nous avons eu plus de 200 bénévoles qui vont travailler pour nous pour fabriquer ces blouses, ces surblouses en non tissé. On a dû également aussi adapter l'atelier et les équipements pour la fabrication de ces surblouses avec un aménagement des locaux et protection des personnes. Donc, tout a été un processus à mettre en place très rapidement, puisque la réflexion a commencé le 20 mars et l'atelier a débuté le 25 mars. Vous voyez, c'était très court, en 5 jours, pardon. Les professionnels se sont mobilisés aussi bien dans l'établissement, le biomède, l'ingénieur qualité, l'hygiéniste, mais aussi également des bénévoles aussi qui ont répondu à l'appel pour nous aider à confectionner ces blouses. Donc, l'organisation, mais effectivement, nous avons mis en place l'organisation de personnes à la gestion et l'administration à temps plein.
4 couturières qui travaillaient à l'atelier de confection et 88 bénévoles en plus qui nous préparaient les kits de sur blouse, hein, des tissus qui étaient coupés mais non cousus, sachant que les blouses étaient cousues au niveau des domiciles des couturières. Donc, nous avions 125 couturières qui travaillaient à leur domicile. Nous avons acheté 14 500 mètres de voile d'hivernage pour confectionner 12 000 blouses en 2 mois de temps. Également, les tabliers plastiques, donc les besoins également ont augmenté très significativement depuis début mars. Nous n'avions plus également de fournisseurs qui pouvaient nous approvisionner. Donc, encore une fois, nous nous sommes adaptés et trouvé des solutions. Nous avons trouvé un partenaire associatif, dans l'action solidaire du Lions Club de Château-Thierry, qui a répondu encore une fois OK pour nous fabriquer ce type de matériel. Nous avons eu 10 bénévoles qui ont travaillé pour nous dans ce type de fabrication, qui ont recherché les plastiques. Alors là, la solution, c'était de trouver, nous avons trouvé comme type de matériel les housses de protection de sièges de voiture qui permettaient de travailler et de pouvoir couper rapidement à la bonne taille et répondant aux besoins du professionnel d'être bien protégé, de fabriquer ce type de produit. Donc, ils ont fabriqué à ce jour 10 000 tabliers pour l'établissement. Donc, en quelques mots, merci à tous les bénévoles, parce qu'effectivement, sans les bénévoles, on n'aurait pas pu couvrir les besoins au niveau de l'établissement pendant cette crise. Merci à toutes les personnes, aux entreprises locales qui ont vraiment répondu à notre demande. Et grâce à cette participation active dans les ateliers et les dons, on a pu toujours protéger le personnel, répondre aux bonnes pratiques et prendre en charge les patients hospitalisés dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Madame Mével. Merci d'avoir respecté le timing et puis surtout merci pour ce partage d'expérience éloquent. Le webinaire d'hier s'est conclu sur la logistique en disant on n'était pas forcément prêt à la crise, mais on s'est formidablement adapté. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de témoignage plus éloquent que celui que vous venez de nous donner à la fois de cette vague que vous avez pris, cette impréparation, et puis en même temps cette capacité fantastique d'adaptation avec tout ce que vous avez pu mettre en place, et puis cette quasi-usine de fabrication que vous avez montée en 5 jours. Donc, je sais que vous teniez à vous accepter ce partage d'expérience. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté. J'ai quelques réactions et voilà, des gens qui trouvent cette expérience formidable. Je précise juste, j'aurais dû le faire avant, qu'au niveau des questions, je vais laisser les 3 intervenants s'exprimer parce que parfois, certaines questions vont être abordées, qui sont soulevées, sont abordées par les intervenants suivants et on aura donc un temps d'échange avec les questions à l'issue des 3 présentations. Merci encore. Et donc, je vais juste décaler un peu l'écran, puisque à côté de moi, j'ai la chance d'avoir Michel Guizard, voilà, je pense qu'on t'entend, qui est quelqu'un que dans la profession, tout le monde connaît, un ami maintenant depuis 17 ans, 15 ans qu'on travaille ensemble. Ah oui. Voilà, et qui donc a accepté 2003. De 2003, donc voilà, ça fait quelques années, tu nous as connus tout jeune, on démarrait à Dopal et donc on a vraiment plaisir à t'accueillir une fois de plus sur plutôt cette fois une tentative de tirer un certain nombre d'enseignements. J'en dis pas plus, Michel, tu as la parole. Et c'est nous qui passons les diapos. On y va. Donc bonjour à tous. Je commence par une petite slide de présentation. Je connais beaucoup de monde me connaît. Et certains seraient tentés de se dire, le voilà encore sur le terrain, qu'est-ce qu'il vient nous parler de quelque chose qu'il n'a pas vécu? Alors, tout ça pour vous dire que la distance depuis ma retraite, qui est récente, mais enfin pas tant que ça quand même, ça permet de mieux observer ce qui se passe. Et puis, on ne peut pas être baigné dans le syndicalisme pendant 20 ans, dont 3 années de présidence pour terminer, en restant loin. Et donc, en même temps, selon la formule qui est devenue une formule consacrée, je suis resté quand même au plus près du terrain, de différentes manières. Le SNPHPU
à organiser un retour d'expérience sur cette crise. Donc, il y avait les informations qui m'arrivaient par ce canal. J'ai gardé évidemment des contacts privilégiés, rapprochés, et avec les collègues avec qui j'ai eu la chance et le plaisir de travailler professionnellement, et puis tous ceux que j'ai rencontrés dans ma carrière. Et ensuite, à l'occasion du prochain congrès du SNPHPU qui aura lieu au mois de septembre, on a monté une session de poster Covid. Donc quand même l'information terrain, j'en avais pas mal. Alors je vois que la présentation de Mme Mével était très complète. On va éviter les redites et je vois que quelle que soit la taille des établissements, on a eu un petit peu les mêmes ressorts, les mêmes réflexes. Évidemment, cette crise sanitaire, pour nous, ça a été surtout voilà, une crise des approvisionnements. Je passe sur tout ce qu'elle a pu dire, on ne va pas répéter. L'impact, évidemment, de réorganisation au niveau des services de soins, avec une retombée un petit peu spécifique pour les équipes pharmaceutiques, c'est que ça a eu un retentissement, y compris sur l'organisation la nuit, avec donc l'impact sur la permanence pharmaceutique de nuit et de week-end. Donc, Mme Mével l'a très bien expliqué, l'absolue nécessité de réorganiser la prestation pharmaceutique dans les unités de soins, qu'ils étaient transformés en unités Covid, etc., etc. La participation, ça, je peux rapporter ce qui se dit au niveau national, c'est dommage. La participation des pharmaciens aux cellules de crise, en gros, il y a un pharmacien sur deux qui a été heureux d'y participer et qui a été sollicité, et ça me paraît complètement normal et légitime, et il y en a une autre moitié qui regrette que le pharmacien ait été un petit peu laissé sur le banc de touche, alors que cette crise a été pour nous essentiellement une crise de l'approvisionnement, je ne vous apprends rien. Alors, j'ai appelé ça la pharmacie et les bases arrières. Il y a eu des retentissements, évidemment, mais ça a été expliqué sur l'organisation entre l'hôpital et la ville. L'hôpital, sur les essais cliniques, sur la rétrocession. On peut continuer, ça a été vu. Je voudrais arriver surtout, moi, sur un petit peu les perspectives. Et on va échanger avec Bernard, je le sais, avec forcément des points d'accord et des points, j'imagine, de désaccord. Alors, ce qu'on peut retirer de toute façon en termes d'enjeux tout de suite pour nos PUI et les pharmaciens, c'est que pour reprendre là encore une formule consacrée à cette occasion, notre président a dit quoi qu'il en coûte, il faudra que la formule, nos directions des affaires financières s'en imprègnent. On a tous la guerre de nos directions des services financiers sur le niveau des stocks. Donc on voit bien que là, il devrait y avoir dans les établissements quand même une renégociation à ce sujet. J'en profite, vu que c'est un des axes sur lesquels je crois fort. Je pense que le pharmacien doit participer à tout ce qui touche à l'économie de santé et il a une place privilégiée, a fortiori dans ces temps de crise. Chez les industriels, je passe rapidement. Vous le savez que le président a commandé, c'était avant la crise, un rapport à M. Biot, je ne sais pas comment on dit, qui a dû être, je crois, le directeur de l'école polytechnicien, sur les problèmes justement de mise à disposition des produits de santé avec toute une thématique qui consiste à ramener les productions au niveau européen et à plus les laisser forcément au bout du monde. Alors, voilà, j'arrive un petit peu sur la prospective. Pour ceux qui me connaissent, les gens le savent, c'est ma nature, on ne s'en refait pas maintenant à l'âge que j'ai. Je suis un petit peu provocateur, mais je suis assez cash et j'aime bien dire les choses comme je les pense. Voilà. Donc, si j'étais ministre, alors je ne le saurais jamais, donc ça me donne toute l'attitude de parole. Si j'étais ministre de la Santé, qu'est-ce que je dirais? Alors, il y a eu un premier problème, évidemment, c'est celui de la connaissance des stocks. Il y a l'incapacité à connaître et à gérer les stocks, tant de produits tactiques que stratégiques, ça a été vécu aussi bien au niveau national que régional que local. Ça s'est fondé, pour ce qui nous concerne, sur un système déclaratif, sur un site quand même artisanal qui était MapEDUI. Bon, on l'a eu, on s'en est servi. Un système déclaratif. Ministre, je pense que le ministre ne devait pas être très satisfait de la remontée d'informations qu'il avait ou qu'il n'avait pas sur les stocks de produits sensibles au niveau national. En ce qui concerne les Prusses,
La formule que j'ai indiquée, elle n'est pas de moi. Il est décédé, mais il a eu le temps de l'écrire avant de mourir. Elle est d'un économiste célèbre chez nous, Claude Le Pen, qui a dit que les Prusses, qui a donné naissance après à Santé publique France, les Prusses et ses stocks ont été sacrifiés sur l'autel des économies, hein, avant sa disparition. On en a vu les retomber en cas de crise. Avec le débat qui donne lieu maintenant à une enquête parlementaire sur la gestion de ces fameux stocks tactiques et stratégiques. Là, effectivement, il y a une réflexion à avoir pour l'avenir, et je pense que l'avenir de la part de l'État va s'inscrire dans cette perspective. Comment mieux connaître et comment mieux maîtriser les stocks. Alors, à ce sujet, j'y vais cash là encore, on avait la loi de modernisation du système de santé, la loi Touraine, qui, en filigrane, finalement, mettait en avant les pharmacies de GHT. Moi, je pense que, je le dis voilà, sans animosité, mais je le dis quand même, la profession, finalement, dans sa grande majorité, n'en a pas voulu. La profession a manqué cette étape de création de pharmacies de GHT, et je pense que c'est regrettable et que la profession aurait pu montrer pendant cette crise sanitaire, si ces pharmacies réellement avaient vu le jour, un petit peu ce que les pharmaciens étaient capables de faire. Alors à partir de là, si j'étais ministre, j'aurais évidemment des idées de ministre. Première idée, c'est de dire pour les produits sensibles, on va créer un entrepôt national. En ce qui me concerne, la réponse c'est non. Ensuite, on pourrait imaginer qu'on définisse un logiciel unique national des produits sensibles. Alors, quand on connaît les problématiques des systèmes d'information hospitaliers, rajouter un logiciel unique national, voilà, j'ai marqué avoir, et avoir pour une raison aussi très simple, c'est que ces produits sensibles, il faudra en définir une liste, et que par définition, la liste, elle est mouvante dans le temps. Elle est évidemment orientée majoritairement sur les produits utilisés en réanimation. C'est une liste mouvante, très, très compliquée. Donc vous voyez, pour l'instant, je suis un petit peu critique sur quelques idées que l'État pourrait avoir pour nous. Alors, c'est bien de critiquer, mais il faut aussi proposer. Alors, tout ça, qu'est-ce que je pense? Est-ce que la crise a montré qu'on devait changer de métier? Moi, je pense qu'on ne doit pas changer de métier. Je sais que je vais en choquer quelques-uns, en particulier dans les jeunes générations. Il y a beaucoup de jeunes collègues qui ne rêvent que de faire que de la pharmacie clinique. Alors, j'ai rien contre la pharmacie clinique, bien au contraire. Mais la pharmacie clinique, elle s'inscrit dans un autre cadre qui est, pour faire la pharmacie clinique et du bon usage des produits, encore faut-il que les produits soient là. Et puis, un pharmacien pseudo-médecin, on a les médecins, j'en vois pas très bien l'intérêt, en tout cas au niveau national, et quand on voit les positions récentes de l'ordre des médecins et des syndicats médicaux à propos de la dispensation adaptée en officine, je pense qu'en tout cas, c'est pas pour demain chez nous en France. Transformer le pharmacien en une super infirmière au prix d'un PH, ça ne me paraît pas vraiment d'actualité. Alors, la vieille formule, c'est de dire que le pharmacien est le gardien des poisons. C'est une vieille formule, certes, mais c'est notre cœur de métier. Je pense qu'il ne faut pas déroger. Le pharmacien, il approvisionne, il achète, il fabrique s'il y a besoin, il gère, il dispense, et il est responsable du bon usage. Et c'est un des volets, évidemment, de la pharmacie clinique, dont le bon usage économique. Et en période de crise, l'allocation des ressources, c'est quelque chose d'excessivement important, et je pense que le pharmacien est le mieux placé pour mettre en place ce dialogue constructif avec le bon usage des produits, leurs coûts, les réserves et acquis, et en particulier en période de crise. Donc changement de métier, pour moi, non, c'est-à-dire rester sur notre métier tel qu'il est, et tel qu'il est défini d'ailleurs dans la loi. Alors en revanche, tout ça conduit quand même à des changements du mode d'exercice et des conditions d'exercice. Ça oui, à l'heure de la télémédecine, je pense qu'on pourrait progresser quand même et faire pas mal de choses en télépharmacie. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'expériences. Je crois qu'à Grenoble, Bedouche a monté pas mal de choses dans ce cadre-là. Ensuite, plus que jamais, il restera toujours question du parcours de santé et du parcours de soins du patient. Et je pense que le pharmacien, non seulement dans la PUI, mais aux interfaces, on a besoin de lui. En particulier pour la santé des patients,
avec des produits, des prescriptions de produits sensibles, donc dans le sens hôpital-ville, éventuellement retour. Et puis, comme je l'ai dit, derrière tout ça, il ressort, je ne vous apprends rien, une crise économique majeure. Et je pense que la pharmacoéconomie aura une large part à jouer dans ce cadre-là, et le pharmacien en particulier. Qu'on ne rate surtout pas cette étape. Alors, à partir de là, quelles propositions on peut faire ? En ce qui concerne l'accès aux produits de santé, moi je reste convaincu que tout n'est pas jeté dans ce qu'avait proposé Madame Touraine dans sa loi, que l'accès aux produits de santé, c'est un problème d'organisation sanitaire au niveau du territoire. Je pense que toute vision uniquement vue depuis Bercy ou depuis l'avenue de Ségur n'est pas forcément la meilleure. Donc l'accès aux produits de santé, c'est un problème d'organisation sanitaire au niveau du territoire. Pour ça, ça voudrait dire qu'il faudrait inclure un volet spécifique dans les projets régionaux de santé et qu'au niveau de chaque territoire, il faudrait décliner l'organisation autour des produits de santé, une organisation négociée avec les officinaux, les PUI évidemment, et aussi les prestataires qui apportent quelquefois des tas de dispositifs médicaux pour le patient quand il est revenu à son domicile. Donc, repenser l'organisation, l'approvisionnement et l'accès aux produits de santé au niveau du territoire. Pour ça, il faudrait absolument que l'État garantisse, parce que s'il n'y a pas un diktat de l'État, quelquefois ça a du mal à se faire, garantir une représentation de la pharmacie hospitalière au niveau du comité stratégique du GHT, et puis de créer, mais beaucoup de gens l'ont fait déjà, de créer, j'ai appelé ça un comité des produits de santé territorial, c'est un espèce de COMEDIMS territorial, qui met en œuvre évidemment un livret thérapeutique de territoire, et qui organise en même temps une interface avec les CPTS, ne serait-ce que pour définir en commun les protocoles, etc. Donc vraiment que tout se passe au niveau du territoire et qu'on ne parachute pas, certainement pas, une espèce d'organisation nationale venue d'en haut. Donc tout ça, ça a un retentissement sur l'achat et l'approvisionnement. En ce qui concerne l'achat, c'est un petit peu simpliste ce que je vais dire, mais pour l'instant, je ne vois pas trop d'autres solutions. Pour les produits qui sont en situation de monopole, qui sont pour la plupart des produits innovants, eh ben, allons-y sur l'achat national, pourquoi pas. Pour les produits qui sont en concurrence, l'achat et les choix doivent être faits au niveau territorial. L'approvisionnement, je pense, il doit rester direct, soit au niveau des PUI du GHT, soit au niveau de chacune des PUI, soit au niveau d'une PUI qui est plutôt support pour les autres. En tout cas, je ne crois absolument pas aux solutions qui s'appelleraient plateforme nationale, ça certainement pas, plateforme régionale ou territoriale. Je pense que le pharmacien doit rester responsable du produit de santé de A jusqu'à Z. Et en plus, ces plateformes entraîneraient des coûts logistiques certains. Voilà. Alors, je suis chez Adopal, mais Adopal, je suis entouré, j'en ai un à ma gauche, d'ingénieurs. Ça fait 18 ans. Allez, 18 ans qu'on s'aime, 18 ans qu'on s'aime, et voilà, et qu'on a des tas d'idées en commun. Je pense que à chacun son métier, que le pharmacien travaille, concerte avec les ingénieurs, les logisticiens pour améliorer sa gestion, c'est sûr. À partir du moment où dans nos hôpitaux, dans nos GHT, la gestion et tout ça va basculer sur des organisations qui seraient confiées aux ingénieurs, j'ai rien contre les ingénieurs, mais ça veut dire que ce ne serait plus des notions, on va dire, sanitaires qui passeraient en premier, mais bien évidemment avec la pression des directions financières derrière, ce serait des considérations uniquement de coûts. Et ça, je pense qu'on doit l'éviter. Ce qui ne veut pas dire que les ingénieurs sont nos ennemis, loin de là. Ensuite, achat et provisionnement. Je pense qu'il faudrait créer un collège professionnel de territoire qui associerait les établissements publics, les établissements privés, les EHPAD, enfin bon, tous les gens qui tournent autour du médicament, et qui sera en même temps un lieu de réflexion sur la continuité des soins sur le territoire. À ce titre, j'ai parlé en introduction de l'incidence que ça avait eu sur le GEF, que je connais bien, qui est voisin, pour ainsi dire, de Château, Thierry, les perturbations, les changements que ça a amené sur la permanence des soins. Je pense qu'on aurait tout intérêt à penser la permanence des soins autour du produit de santé à l'échelle du territoire. Et ce serait le lieu, ce collège. Alors, je termine
Voilà, ce qui est le plus important, c'est, Madame Mévélec l'a dit, on l'a vu, tout a reposé sur la bonne volonté, sur l'entraide, sur l'humain, et que l'humain, dans tous les cas de figure, quelle que soit l'organisation, doit rester au premier plan. Et c'est avec plaisir que j'ai mis sur cette slide, pour terminer, des verbatim de la cellule stratégique du GEF. Si vous saviez le nombre de messages, moi j'y suis plus, donc je ne le prends pas pour moi, je rends hommage à mes collègues qui ont pris la suite, le nombre de fois où les gens ont dit « Oh là là, la pharmacie, tenez bon, on a besoin de vous, heureusement que vous êtes là, bravo les préparateurs », il y a eu un investissement des préparateurs, ils n'ont pas changé de métier non plus, mais ils l'ont complètement adapté à la situation qui était quand même terriblement différente. Voilà, voilà, de ne pas perdre de vue quand même le côté humain de nos affaires. Merci beaucoup, Michel. Merci vraiment. J'ai tenu le timing. Hein. Tu as tenu le timing. Je ne vais pas répondre ni à ta déclaration d'amour, ni à tes remarques sur d'ingénieur, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et effectivement, je pense qu'un ingénieur logisticien, c'est plus là pour amener des outils et des méthodes que pour définir des doctrines de gestion. Dont on a absolument besoin. Et que voilà, je le vois plus comme des effecteurs et comme voilà, sur amener des compétences pour mettre en œuvre et certainement pas définir une stratégie qui serait uniquement financière. Je crois que un des enseignements de cette crise est à nouveau l'importance de la première élément de la gestion des stocks, c'est d'abord d'éviter la rupture. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que Monsieur Bernard Dieu, vous nous entendez toujours? Est-ce que je peux vous passer la parole et vous laisser prendre la suite de cette intervention? Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et je vais essayer de poursuivre la discussion entamée par Michel, puisque nous nous connaissons tous les deux depuis très très longtemps. Et alors, même si nous avons travaillé dans des syndicats différents, nous partageons un certain nombre de points de vue. J'ai été donc chef du pôle pharmacie au CHU de Rouen jusqu'en octobre dernier, date à laquelle j'ai pris ma retraite. Et parmi mes dernières missions, ça a consisté à pouvoir donc fédérer les pharmaciens au sein du GHT au Cœur de Seine, donc qui réunit une dizaine d'établissements. Et je n'ai pas souhaité arrêter mes fonctions et donc depuis octobre, j'ai intégré le RESA, qui est une centrale d'achat donc au sein de l'Île-de-France. Pour changer un petit peu donc d'angle d'attaque, j'ai choisi de lancer la réflexion à partir de trois sujets qui ont déjà été en partie abordés. Évidemment l'approvisionnement, puisque ça a été donc le point d'achoppement, enfin un des points d'achoppement, et du coup pour voir aussi comment la fonction logistique hospitalière pouvait donc évoluer dans le temps. C'est historiquement la fonction première du pharmacien, en tout cas c'est ce que prévoyaient les textes, et ces textes ont évolué récemment, donc décembre 2016 et l'année dernière en 2017 par un décret, où la pharmacie clinique est apparue, et cette pharmacie clinique est devenue donc un élément défini dans les textes et donc qualifié comme obligatoire à mettre en œuvre dans les établissements de santé. Et la pharmacie, donc l'analyse des prescriptions par exemple, représente là aussi le cœur de métier des pharmaciens. Donc le débat a été ouvert par Michel, je pense qu'il va reprendre ce débat par la suite. Et entre deux, j'ai inséré donc quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur, qui est le système d'information. On voit qu'aujourd'hui, la pression du numérique est forte et que beaucoup d'applications s'appuyant sur l'intelligence artificielle pénètrent les hôpitaux et elles pénètrent aussi les pharmacies hospitalières. Et donc, ma préoccupation, c'est d'analyser ces événements récents selon ces trois axes et d'insister sur, sans jeu de mots, l'interconnexion entre ces trois approches. Si je commence par la pharmacie hospitalière et les approvisionnements, Madame Mével en a déjà donc suffisamment parlé, et je voudrais juste m'appesantir justement sur cette logique et le système d'information qui est l'arrivée sur le marché national de médicaments non identifiés. Alors quand je dis non identifiés, c'est parce que de toute façon, ils ne sont pas identifiables de manière identique à ceux que nous utilisons jusqu'à présent, tout simplement parce qu'ils ont donc dû bénéficier d'une autorisation spécifique de la NSM pour pénétrer le système français, puisque justement, ils ne disposent pas d'une autorisation de mise sur le marché. Et je vais m'appesantir sur un petit détail qui est celui donc de l'identification opérationnelle de ces boîtes de médicaments. Ces boîtes sont identifiées par un code barre, maintenant par un code à 2 dimensions, un data matrix, et ce code permet d'identifier le produit. Et du coup, le fait de ne pas avoir ces éléments de repérage, évidemment, ça a été dit par Madame Ebel,
génère des contraintes de réception fortes. Et donc, il a fallu que les équipes s'adaptent à la fois au sein des pharmacies, mais aussi des systèmes d'information pour pouvoir permettre ces enregistrements. Et quand on va jusqu'au bout du raisonnement, ces informations ne circulent pas qu'au sein de la pharmacie, elles vont aussi alimenter tous les outils de prescription des médecins au sein des établissements de santé. Et si je prends le CHU de Rouen, on n'est pas dans un seul outil de prescription, on a plusieurs outils parce qu'évidemment, le marché aujourd'hui de l'informatique ne permet pas d'obtenir un outil unique répondant à toutes les spécialités, la médecine, la chirurgie, l'anesthésie-réanimation, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on a là, dans ce petit détail, une contrainte forte qui émerge et qui est aussi bloquante, puisque comme ces produits, ça a été dit par Mme Evel, ne présentaient pas les mêmes dosages ou les mêmes volumes, il était indispensable de diffuser des informations aux acteurs de terrain afin qu'ils utilisent ces produits dans les meilleures conditions possibles. Et comment diffuser de l'information par les outils informatiques quand le repérage n'est pas facile? Et donc, les enjeux sont des enjeux de mésusage, évidemment des erreurs de dosage pour les patients. Les grands enjeux, ça a été dit, c'était un problème de disponibilité des produits, la capacité de répondre aux besoins médicaux, et ces besoins, on a bien vu qu'ils ont fluctué avec le temps, et évidemment, ils ont aussi fluctué sur le plan national en fonction des zones et des impacts de la Covid sur ces différents territoires, et qu'il a fallu, à un moment donné, aussi se poser des questions qui sont des questions très difficiles, c'est la gestion des priorités, et de pouvoir répondre à des besoins médicaux, et éventuellement de faire du filtrage. Et ça, c'est aussi un élément que les PUI connaissent depuis de nombreuses années, c'est quand il y a des tensions, comment faire? En termes de réflexion, Michel a déjà abordé le sujet, les Prus, maintenant un autre organisme qui a Santé publique France qui a repris le relais et qui a essayé de mettre en place une gestion nationale et pas faisant tirer patte sur des commentaires par rapport à la performance de cette gestion. Ce que je vois parallèlement à ça, qu'on a des outils existants, et ces outils, c'est le réseau officinal, c'est le réseau hospitalier, public comme privé, où des pharmaciens sont là à même de pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais ces réseaux officinaux hospitaliers sont aussi sous-tendus par deux autres professions que sont des grossistes répartiteurs, notamment pour les officines, et les dépositaires pour les hospitaliers. Et ce sont deux structures qui ont évidemment des performances majeures en termes de distribution, et ce sont des grands spécialistes de la logistique. Et du coup, quand on met tous ces éléments côte à côte, Michel a ouvert le débat, c'est le rôle des PUI dans ce circuit de distribution. C'est une évidence que la PUI a un rôle de proximité, mais du coup, on peut s'interroger sur le fait de s'appuyer sur ces réseaux existants. Et puis, dernier sujet, c'est la maîtrise des stocks. Ces maîtrises des stocks, c'est aujourd'hui une situation complexe, certes, c'est lié au temps d'approvisionnement. Elle ne date pas du Covid, mais évidemment de beaucoup plus d'années antérieurement. Et cette maîtrise des stocks, elle nécessite, là encore, des outils et des compétences adaptées. Et on a vu que là encore, sur le système d'information, qu'il fallait être en mesure de pouvoir identifier ces produits dans toute la chaîne de distribution. Et quand je parle de la chaîne de distribution, je vais jusqu'au marché. Donc, c'est un problème d'identification dans le système d'information de la disponibilité. Comment dire au prescripteur que le produit est disponible et lequel est disponible, identifier ce médicament, pouvoir qu'il y ait différentes informations liées à son usage. Et derrière ça, c'est une volonté des informations sur le plan national. Michel l'a un peu avancé, annoncé. Il y a une structure qui s'appelle MAPU, qui est une start-up bretonne installée à Rennes, qui depuis plusieurs années s'est occupée de développer des outils pour les pharmacies hospitalières. D'où son nom MAPU, puisque c'est une association de pharmaciens hospitaliers et d'ingénieurs informaticiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette structure, cette start-up, a développé des activités qui ont été difficiles à mettre en œuvre. Et là, j'allais dire que ce Covid est venu comme un petit coup de pouce pour montrer comment ces organisations extérieures pouvaient nous aider dans la remontée et la maîtrise des informations. Certes, on n'est que sur du déclaratif, mais je vais essayer d'avoir une vision positive, c'est-à-dire en voir là comment des apports d'intelligence extérieure peuvent nous aider dans la construction de systèmes informatiques hospitaliers. Et puis après, on a des choses très pratiques, c'est-à-dire à la fois de pouvoir gérer des péremptions. Madame Mevel l'a insisté tout à l'heure. Et puis j'insisterai sur un point qui est pour moi beaucoup plus inquiétant, c'est l'insuffisance d'outils de gestion. Quand je parle d'outils de gestion, c'est des outils de gestion au sens propre du terme, et non pas les chefs hospitaliers qui sont en général sommaires en termes de gestion, c'est-à-dire la capacité de donner aux acteurs de terrain et aux PUI
des logiciels performants de gestion des stocks, voire d'approvisionnement. Si je bascule maintenant sur le deuxième sujet, qui est celui du système d'information, on a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est le partage des données. On a plusieurs dossiers qui ont beaucoup de mal à se mettre en œuvre, et le plus caractéristique d'entre eux, c'est le DMP, le dossier médical partagé, qui a de nombreuses années derrière lui et dont le déploiement est très complexe et qui n'a pas encore abouti de manière performante. Il a été repris, donc confié à la CNAM récemment, et on va voir si cette CNAM va être en mesure de porter ce DMP au-delà de ce qui a été fait précédemment. Et parallèlement à ça, les pharmaciens ont mis en place un dossier pharmaceutique. Donc là, on n'est plus dans un outil de droit public, mais de droit privé, puisque ce déploiement donc, a été porté par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Par contre, il s'appuie sur un cadre réglementaire qui oblige tous les pharmaciens d'officine à enregistrer les délivrances de médicaments aux patients qu'ils reçoivent. Et ce DP avait aussi comme objectif de se développer dans les pays, ce qui n'a pas été fait de manière aujourd'hui suffisamment importante. Et on voit que ce DP aujourd'hui, l'ordre veut lui faire jouer d'autres usages, et notamment le dernier en date, c'est celui de la lutte contre la falsification, contre la contrefaçon des médicaments, où il a été décidé en France que le DP serait le porteur des informations donc de sérialisation. Et puis, l'été dernier, des textes ont été aussi publiés envisageant le DP comme un support de la traçabilité des implants. Donc là, on voit qu'à côté d'une diffusion publique difficile, le DMP, un dossier privé, lui, amène des solutions, certes plus limitées, puisqu'on n'est que sur les produits de santé, notamment les médicaments, mais on voit que cet outil s'ouvre à d'autres approches. Et puis, quand je reviens à l'hôpital, chaque hôpital dispose d'un DPI, un dossier patient informatisé, qui est le support du PMSI, donc le système d'enregistrement de l'activité médicale et de facturation dans l'établissement de santé. C'est dans cet outil que vont être identifiés les séjours et qui vont permettre, sur la base de la tarification d'activité, de pouvoir facturer et de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'hôpital. Ces DPI sont très hétérogènes et évidemment sont loin d'être harmonisés sur le plan national. Et ils sont plus ou moins performants en termes d'enregistrement. Et la prescription médicale, parfois, est attachée à ce DPI. Et donc, c'est aussi par ce circuit-là que la pharmacie hospitalière récupérera des informations de prescription pour faire donc de la pharmacie clinique et l'analyse donc des données de prescription médicale. Si je regarde un petit peu maintenant, vous pouvez revenir à la diapo précédente. Ce qui s'est passé donc ces dernières années, notamment avec les GHT, un des enjeux forts des GHT en termes de calendrier a été donc la convergence des systèmes d'information. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce soit donc une réalisation très, très opérationnelle. Beaucoup d'établissements se sont empressés d'acheter des outils autonomes avant de se les voir imposés par les établissements support. Et on a plus une cacophonie des systèmes d'information plutôt qu'une convergence. Et puis le deuxième point qui me paraît bien plus grave, c'est que ce n'est pas le tout d'avoir des systèmes d'information. Encore faut-il avoir des compétences dans les établissements de santé pour gérer ces dossiers informatiques. Et on voit bien que quand des établissements ont une taille suffisante, ils disposent d'équipes informatiques adaptées. Quand on descend dans des établissements de plus petite taille, les compétences parfois sont inexistantes. Michel l'a abordé, et je continue encore sur ce thème-là, sur le partage des données, la télémédecine, qui était quelque chose de plutôt, j'ai mal vu, mais en tout cas pour lesquels les médecins avaient un certain frein à son développement, a pris un essor important dans cette phase de Covid, parce que justement, les enjeux étaient là de partage de données. Et donc, ce qui était une complication antérieurement est devenu réalisable avec notamment la téléprescription. Mais tout ça ne s'entend que si les outils informatiques, là encore, sont présents et qu'il existe des portails d'échange pour permettre aux différentes structures de partager de la donnée. Comment, tout simplement, un établissement de santé peut amener de l'information sur des bilans biologiques à des structures extérieures. Donc là, on voit que très peu de structures ont été capables de franchir cette étape-là et qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser sur le plan national. Et je reviens sur le problème des partages des compétences et d'expertise. On voit que dans le cadre du Covid, on a cherché de l'expertise dans les établissements et en proximité. Comment les établissements support ou les établissements de référence ont pu aider les établissements de plus petite taille à gérer ces crises en leur faisant donc bénéficier de leur expertise en termes d'infectiologie, d'hygiène par exemple, de systèmes d'information,
Comment la biologie aussi a pu se mettre en œuvre pour faciliter le diagnostic de ce Covid. Mais là encore, on bute sur le transfert de données. Comment mettre à disposition des résultats alors que le portail n'existe pas? Et tout ça est absolument indispensable puisqu'il était important d'alimenter le DPI pour que, lors d'un séjour pour Covid, les informations les plus précises et les plus faciles, je dirais, à enregistrer soient réalisables. Et dernier point sur le système d'information, c'est les informations qui sont donc descendues de la part du ministère par les différentes agences, que ce soit l'Agence du médicament, l'ANSM ou l'HAS, comment ces recommandations sont arrivées dans les établissements, comment elles ont pu être traitées, intégrées et partagées. Et pour partager, là encore, le papier c'est bien, mais encore les outils informatiques sont bien plus adaptés. Comment aussi ces recommandations ont été gérées sur le plan local, comment les Comedips locales ont pu aussi contribuer à la gestion de ces données, afin donc de pouvoir, entre guillemets, les estampiller par une couleur locale avant leur diffusion aux équipes soignantes, qu'elles soient médicales ou paramédicales. Et toujours, la même question se pose, comment on accède aux données et comment on est en mesure de les redéployer. Et si on veut amener des informations précises à un médecin, la plupart des établissements aujourd'hui, ça fait partie des exigences du contrat de bon usage ou du CAQES désormais, doivent disposer d'un outil, d'un logiciel d'aide à la prescription, les LAP. Il serait indispensable que cette information arrive dans le LAP. Mais comment amener une information alors que le produit n'est pas identifiable de manière aisée? Donc si je résume cette situation qui, pour moi, est inquiétante, on a des systèmes d'information très disparates, très inégaux sur le territoire. On nous parle beaucoup d'interopérabilité, or ce sont des enjeux majeurs pour les industriels, les éditeurs de logiciels. Et évidemment, tout est fait pour empêcher cette interopérabilité, pour avoir des outils qui soient fermés et propriétaires de leurs éditeurs. Et aujourd'hui, l'État français n'a pas réussi à imposer cette interopérabilité de manière performante. Et le dernier point qui lui aussi est inquiétant, c'est une volonté insuffisante des établissements, des équipes, à ouvrir un système d'information pour le partager avec leur environnement hospitalier, public et privé dans un territoire. Dernier axe d'approche, c'est celui donc de la pharmacie clinique. Cette pharmacie clinique était pratiquée depuis de nombreuses années dans les établissements de santé, mais sans reconnaissance officielle. Et il a fallu attendre donc ces dernières années pour qu'elle soit reconnue et qu'elle s'intègre dans les missions des pays. Je voudrais revenir sur un mot qui est souvent mal employé, parce qu'il est défini dans les textes de manière précise, c'est le mot de dispensation. Il est défini dans le code de déontologie pharmaceutique. Et la dispensation, c'est le regroupement de 3 données. Et vous allez voir que ces données, associées les unes aux autres, sont fondamentales. Premier point, c'est l'analyse pharmaceutique des prescriptions. C'est ce que devrait faire tout pharmacien et c'est ce que fait chaque officinal à chaque fois qu'un patient lui présente une prescription médicale avant d'assurer la délivrance. Et cette délivrance, elle peut être faite à l'hôpital, le texte le dit, avec une préparation éventuelle des doses à administrer. C'est-à-dire la pharmacie prépare les doses par patient, dans un souci de sécurité et de qualité des soins. Et l'ensemble de toutes ces étapes s'associe avec des conseils de bon usage pour garantir justement le bon usage dans toute la chaîne de distribution du médicament, depuis le prescripteur jusqu'au patient. Et là, on voit, et je reviens sur les points précédents, que ces conseils de bon usage sont fondamentaux quand le médicament, évidemment, n'est pas repérable de manière aussi aisée qu'il l'est habituellement avec les produits avec les. Michel l'a un peu abordé tout à l'heure, les enjeux aussi sont forts, c'est-à-dire, je me suis appesanti juste sur un élément qui est le bilan médicamenteux personnalisé donc pour un patient, c'est-à-dire de pouvoir identifier toutes les prises de médicaments d'un malade, parce que parfois il ne dit pas tout, ou il oublie certains éléments, ou il oublie éventuellement des produits associés, notamment de phytothérapie, qui peuvent avoir des enjeux forts en termes d'interaction médicamenteuse. Et il est important que ce bilan médicamenteux suive le patient et circule avec lui dans tout son parcours. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une rupture de charge, ce que j'appelle une rupture de charge, c'est à chaque fois qu'un patient change de structure, il y a un risque majeur de perte d'information, et notamment sur la partie thérapeutique. Et cette perte de charge, elle va pouvoir se faire tout simplement parce qu'on va des urgences au bloc opératoire, des blocs opératoires en réa, de la réa vers l'hospitalisation, on va partir en soins de suite, on va repartir en EHPAD ou à domicile, et à chaque fois, il y a un risque de non-reprise de ce bilan médicamenteux et de régénérer des prescriptions, soit obsolètes, soit redondantes, avec des risques pour le patient. Et à chaque fois, le même sujet donc émerge, c'est-à-dire la perte d'information qui est le risque pour le patient. Là encore, côté pharmacie, il existe des outils d'aide à la dispensation. Toutes les PUI n'en disposent pas, ce qu'on appelle des LAD.
Et ces outils aujourd'hui sont en train donc de s'étendre, mais avec beaucoup de difficultés dans les établissements de santé, puisque ce ne sont en général pas des priorités d'investissement. Autant la prescription a été fortement incitée dans les contrats de bon usage, autant sur la dispensation, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là encore, on voit que l'intelligence artificielle amène des nouvelles solutions, puisque en termes d'intelligence artificielle, l'enjeu, c'est de pouvoir récupérer des données, les traiter, les structurer, les comparer à un référentiel, et donc on rentre progressivement dans un système expert qui va aider les équipes dans la prise en charge des patients. Et si je reviens sur la partie Covid qui s'est produite ces derniers mois, on voit qu'on a eu à prendre en charge des patients particuliers, souvent polypathologiques, et avec des contraintes de traitement, notamment liées aux difficultés d'approvisionnement. Et puis, on voit aussi que des patients à risque ont été identifiés, et parmi eux, notamment les sujets âgés, très âgés, puisque les EHPAD, les statistiques le montrent, ont le plus pâti donc, de la mortalité par cette maladie. Et on a vu aussi donc des critères de fragilité émerger, comme l'obésité, comme les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète mal traité, la cancérologie, la dépression, donc tout un tas de facteurs qui sont connus habituellement, mais qui là sont venus aggraver la situation des patients atteints de Covid. Donc là encore, des sujets à risque, et c'est un enjeu fort pour les pharmaciens dans le cadre de la pharmacie clinique, comment détecter ces patients à risque. Et donc là encore, les systèmes experts sont importants. Et puis, dernier élément de contrainte, c'est celui des prescriptions hors AMM. Je passe rapidement sur tous les débats qu'il y a eu sur l'hydroxychloroquine. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu des tentatives fortes de faire émerger des thérapeutiques nouvelles, plus ou moins validées. Et donc là encore, le fondamental de la pharmacie hospitalière émerge, c'est-à-dire des règles de prescription. Quelles sont les règles qu'il faut donc annoncer à la communauté médicale pour les faire respecter, et comment, dans un second temps, les données de prescription sont récupérées côté PUI pour produire une analyse des prescriptions et pouvoir définir les traitements à mettre en œuvre de façon collective avec la communauté médicale. Donc là encore, des enjeux très très forts liés à cette pandémie de Covid. Donc, quels sont les enjeux? On l'a bien vu tout à l'heure avec Madame Mevel, c'est des enjeux de réactivité, c'est-à-dire comment pouvoir réagir au plus vite en fonction des terrains identifiés, en fonction des produits disponibles, en fonction des connaissances disponibles, pour les rendre opérationnels et accessibles à toute la communauté médicale et soignante. Et derrière, pour le pharmacien, ça a aussi été dit, c'est-à-dire le circuit de délivrance et l'adaptation nécessaire pour pouvoir répondre de manière optimale à ces nouvelles demandes. L'enjeu est toujours le même, qualité des soins, et ce terme, vous l'entendez régulièrement, et c'est une obsession chez les législateurs. Si je résume tout ça, on voit qu'on a, donc, si je prends le point de départ qui est l'approvisionnement, une réflexion à porter sur la gestion centrale, nationale. Michel a répondu, je cautionne complètement ses propos, et l'expérience antérieure montre que ça n'a pas été une grande réussite. Par contre, moi, je m'intéresse beaucoup plus sur les réseaux donc, existants, les réseaux officinaux, les réseaux hospitaliers, les compétences existantes avec les dépositaires et les grossistes répartiteurs, et comment donc ces professionnels de la logistique peuvent travailler avec les PUI. Ce qui est une évidence pour moi, c'est que la logistique aujourd'hui, telle qu'elle existe dans les établissements de santé, est loin d'être performante et qu'elle a besoin, là encore, de s'améliorer. Et si on veut maîtriser les stocks, il faut donc, certes, avoir les produits nécessaires, garantir leur disponibilité et éviter des surstocks inutiles dans ces établissements, puisque même les pharmaciens hospitaliers peuvent avoir de temps en temps des envies de surstockage. Et tout ça ne peut fonctionner que si le système d'information donc, est disponible, performant, que les données qui sont donc partagées sont structurées et que derrière tout ça, la maîtrise des flux est possible. Donc on n'est pas uniquement dans un problème de gestion de stock, on est aussi maintenant dans une structure beaucoup plus avancée de maîtrise des flux. Tout ça ne peut s'envisager que sur un système d'information performant. La transformation numérique est forte. On l'a vécu à titre personnel avec les visioconférences qui se sont fortement développées pendant ces 3 mois de confinement. Donc, on voit bien que des nouvelles habitudes ont été prises, qu'il faut rebondir sur ces changements d'habitude et utiliser ce que la technologie nous amène en termes d'intelligence artificielle. Comment cette intelligence artificielle, par l'étude des données, par les statistiques, par les systèmes experts, vont aider à la décision. L'objectif, ce n'est pas qu'il remplace le décideur, mais qu'il l'aide dans sa décision pour monter en compétences. Mais tout ça ne s'envisage que si les données sont structurées, partagées
et que tout ça est comparé à un référentiel. Et évidemment, ce sont les professionnels de santé qui sont à la base de ces référentiels. Donc, les pharmacies hospitalières doivent aussi s'engager dans cette réflexion sur les systèmes d'information. Et je terminerai par la pharmacie clinique, non pas parce que je veux en faire l'aboutissement d'une profession, mais tout simplement un élément fort de notre activité de pharmacie hospitalière, mais aussi officinale, c'est-à-dire la sécurisation du circuit de médicaments. Je rappelle que c'est ce thème-là qui reste le premier élément de sanction des établissements de santé publics comme privés dans la certification HAS. Ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire. On voit que les patients donc bougent de plus en plus, tout simplement parce qu'il a été décidé de réduire le temps d'hospitalisation. Donc le parcours de patient est plus haché et qu'il faut, pendant ce parcours patient, être en mesure de délivrer les médicaments dans les meilleures conditions possibles. Mais comment réagir dans une PUI quand une durée moyenne de séjour, maintenant, tourne autour de 4 à 5 jours? Donc, on voit qu'on va avoir des écarts importants suivant la nature de l'établissement et de leur spécialité, et au sein d'un même établissement, en fonction de la spécialité médicale ou chirurgicale. Et l'objectif, c'est quand même d'apporter au prescripteur l'ensemble des informations pertinentes dont il a besoin pour faire ce choix éclairé dont il a besoin. Et pour le pharmacien, cette mission nouvelle de pharmacie clinique a provoqué un recentrage. Michel l'a dit, les jeunes générations sont plus attirées par la clinique que la logistique, et je partage avec lui cet équilibre à trouver entre ces deux orientations, et tout ça associé aux autres missions qui sont celles des pharmacies hospitalières. Mais par contre, il y a un enjeu fort, c'est la proximité des pharmaciens auprès des soignants. On l'a vu avec le Covid, Madame Mevel l'a dit tout à l'heure, l'a exprimé sur la réactivité des équipes, la capacité à répondre à des besoins nouveaux parce qu'on a créé une structure Covid et qu'il fallait donc mettre en place un système d'approvisionnement performant. Et tout ça ne pourra se faire que si les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie sont au plus près des soignants. Tout ça ne s'envisage que dans une maîtrise d'un système d'information. Et donc là, les enjeux sont forts, beaucoup de retard dans les hôpitaux. Il va falloir investir massivement, financièrement dans nos hôpitaux, en plus du reste, puisque dans les établissements aujourd'hui, quand un hôpital investit 1,5%, on trouve qu'il est performant. Ailleurs dans le monde, ça dépasse les 5%, voire ça atteint les 10%. Donc on a énormément de travail à faire dans ce domaine. Et puis, dernier point sur lequel je finirai, c'est la logistique hospitalière, la logique de territoire, le partage des données nécessite des compétences nouvelles, une professionnalisation sûrement de cette fonction logistique. Et là, à titre personnel, je reste convaincu que les spécialistes de la logistique, que sont notamment les dépositaires et les grossistes, peuvent aider dans l'évolution de la pharmacie hospitalière. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Dans le temps qui nous reste, je vais me permettre d'être un peu le porte-parole des différentes questions qu'on a reçues. Certaines, on a eu le temps de les afficher, pas d'autres. Alors, je vais peut-être rebondir sur les questions, sur les dernières interventions, puis je remonterai un peu le fil. J'ai une question qui est posée, que vous avez tous peut-être pu lire, sur les plateformes, cette idée de plateforme territoriale en une gestion territoriale. Est-ce qu'on pourrait y intégrer les besoins des libéraux, donc officinaux, médecins, paramédicaux? Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Je ne sais pas si Michel ou M. Bernard Dieu voulez répondre. Ouais, je commence, Bernard va compléter à tous les coups. C'est ce que j'ai un petit peu dit dans ma présentation tout à l'heure. Il faut trouver une structure. Bon, moi j'ai gardé l'échelon du territoire, donc du GHT. Bien évidemment, si le GHT est trop gros, il faut ramener les choses, faire des semi-GHT, des tiers de GHT, j'en sais rien, rester à des échelles voilà, humaines, où les gens puissent communiquer. Et au niveau de ce territoire défini de santé, bien évidemment, tout passe par une communication rapprochée avec tous les acteurs, dont les officinaux, dont les paramédicaux. Il faut partir de l'idée qu'on se raccroche au parcours de santé du patient et que là-dessus, on apporte une prestation et que ce n'est pas de notre prestation que les choses doivent s'organiser. Il faut adapter ce qu'on fait avec nos collègues de ville, nos correspondants, aux besoins du patient. Voilà. D'ailleurs, tout est écrit depuis longtemps dans ce sens. C'est ce qui me semble. Un élément fort dans cette réflexion de la préparation des médicaments, c'est celui du vieillissement de la population. On voit qu'on a des besoins croissants de population vieillissante et il est nécessaire de revoir le mode de délivrance des médicaments des patients âgés, qui ne sont pas tous en institution, heureusement. Donc, il faut sûrement leur trouver des solutions nouvelles. Et du coup, toute la délivrance dite nominative, la préparation individuelle des doses, toute cette réflexion-là, aujourd'hui, doit
être partagée par tous les acteurs, quel que soit donc leur niveau d'implication médicale, soignants, infirmiers par exemple à domicile, mais aussi pharmacien libéral comme pharmacien hospitalier. Et puis deuxième point sur lequel j'ai été sollicité pendant ma carrière, c'est celui des établissements médico-sociaux en dehors des personnes âgées, notamment les centres d'hébergement d'enfants. Je fais référence ici souvent à un centre d'enfants notamment épileptiques ou avec des maladies diverses et variées, pour lesquels les encadrants sont très démunis dans la préparation des médicaments. Donc là encore, je pense qu'il y a des solutions à partager avec eux et qui sont sûrement très superposables à celles nécessaires pour les sujets fragiles comme les personnes âgées. Il semble qu'on n'ait pas entendu, là j'étais en train de poser une question. Peut-être qu'il faudrait, je m'excuse Mme Mével, Monsieur Dieu, il faut couper les micros au fur et à mesure parce que sinon ça fait de l'écho. Donc je voulais vous poser une question, je voulais rebondir sur une dernière question qui est arrivée et qui faisait lien avec une autre qui avait été posée sur l'automatisation. En gros, on sent bien, vous avez dit performance logistique, automatisation, développement de la logistique hospitalière, robotisation, on sent bien qu'on va y aller même de manière générale au-delà des hôpitaux. Comment on combine ça avec le retard des hôpitaux sur des fonctionnements du système d'impôt les plus basiques? Comment on fait ce grand écart entre ces besoins futuristes et cette réalité souvent un peu arriérée? Est-ce qu'on est d'accord déjà qu'il y a un grand écart à faire? Oui, il y a un grand écart. Bernard l'a souligné tout à l'heure, il y a une grande hétérogénéité d'équipements, tant informatiques que de robotisation dans nos hôpitaux en France. C'est toujours pareil. Moi, je reviens à mes dadas. Le dada, c'est que la solution, elle n'est pas nationale. La solution, elle est locale, et c'est aux acteurs locaux de s'impliquer et de trouver des choses. Alors, moi, je n'ai pas de solution miracle, mais pour l'avoir vécu, il y a toujours un moment dans les aventures hospitalières où d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, tous les clignotants sont au vert. Et à ce moment-là, je veux dire, il y a plus d'état d'âme à avoir et à vouloir réaliser des organigrammes de qui va faire quoi et tout. Dans ces moments-là, voilà, je pense qu'il faut foncer. Et une fois de plus, l'initiative revient à l'initiative des hommes et ne rien attendre d'organisations étatiques pour changer les choses dans ce domaine. Et puis quand on voit les errements du système d'information hospitalier, vraiment rien en attendre au niveau national. Je reviens un peu plus haut des questions qui portaient plus sur l'intervention de Madame Mével, si vous pouvez du coup réactiver votre micro. Alors j'ai deux questions, je vous les pose à côté. Une peut-être un peu provocatrice. Est-ce que l'intervention de l'ARS, dont vous avez beaucoup parlé, Je ne pas très bien. Alors, ma question, c'est est-ce que l'aide de l'ARS, c'était pour vous une aide précieuse ou c'était inefficace? Alors, franchement, il y a, en tout cas, effectivement, pour les masques, ça a été quand même mis en place fin mars, début avril. Donc, effectivement, là, pour dire que la gestion des masques, on a été une aide dans le sens où ils nous ont apporté des stocks de masques pendant là où on avait le plus besoin. Par contre, voilà, la dotation continue. Nous avons à nouveau des livraisons. Les livraisons continuent. Donc, nous avons des stocks assez importants. Et donc, là, en termes de logistique, on a des problèmes de stockage pour gérer ces stocks de masques. On doit sécuriser. Après, par exemple, pour les surdoses, on nous demande de remplir des dotations, des tableaux de façon hebdomadaire. J'attends toujours des dotations des livraisons de surdoses, malgré que je remplis des tableaux avec des quantités à zéro. J'ai toujours pas de livraison, donc actuellement je suis toujours en recherche de livraison de nos fournisseurs, parce que les bénévoles ont repris le travail maintenant. Donc, effectivement, j'ai une transition à assurer entre
la mise en place de ces ateliers, et puis les bénévoles qui ont vos activités professionnelles. Donc, j'ai dû retourner à nouveau vers les fournisseurs d'équipements professionnels qui me livrent de façon très épisodique. Et l'ARS, pour le moment, j'ai toujours pas de livraison de ce type de matériel, malgré que je passe du temps à compléter ces fameux tableaux. Voilà, côté médicaments, je vous l'ai dit, non, ça n'a pas été une aide pour nous parce que les livraisons sont arrivées trop tardivement au mois de mai, avec donc des stocks maintenant importants que je n'ai plus besoin. Alors effectivement, peut-être que par la suite, j'aurai un stock qui va pouvoir, si toutefois on a à nouveau cet afflux de patients, peut-être qu'on aura un nouveau besoin. Donc voilà, je pourrais répondre. Mais c'est un stock quand même, il faut effectivement le surveiller, les péremptions. C'est des produits qu'on doit conserver au réfrigérateur. Donc ça veut dire que j'ai dû aussi trouver un réfrigérateur pour stocker ces médicaments, ce stock important. Donc, ça me demande de la place. Donc, une aide de l'ARS, je suis assez mitigée. Je pense qu'ils ont trop tardé. On n'était pas assez près, ils ont trop tardé. Voilà. Si vous voulez bien, je vous rapporter Matou de Géraldeur, que je suis et voilà, être syndicaliste. Les ARS, dans l'histoire, elles ont été créées pas du tout pour remplir ces missions qu'on a bien voulu, enfin, on a essayé de leur faire porter à l'occasion de la crise. Le départ ARH-ARS, c'était bien des objectifs financiers de contenir les dépenses hospitalières. Alors, premier problème. Deuxième problème, je connais un petit peu de l'intérieur l'ARS Île-de-France, où ils sont plusieurs milliers là-dedans. C'est évident que l'énergie de l'ARS, elle est sur déjà vivre en interne elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a que des gens incompétents dans les ARS, pas du tout. Mais le problème, pour aller identifier l'acteur dont on a besoin au sein de l'ARS, c'est très compliqué. Donc on a attendu beaucoup des ARS et je pense qu'elles risquent d'être les grands perdants de cette crise. Hein, en tout cas, il faudrait changer un petit peu l'objectif et leur mission. Voilà, comme tu le précises. Peut-être un point aussi, une question qui était posée sur les dons, les entreprises locales qui vous ont aidé. Madame Mével, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va continuer? J'ai pas compris, j'ai pas entendu le début de votre question. Les dons, les entreprises locales qui vous ont aidé, est-ce que ça peut continuer après la crise? Effectivement, bonne question. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup donné, donc je pense que eux aussi ils vont devoir refaire leur stock. Donc pour le moment, si je dois faire à nouveau appel aux dons, je pense qu'ils seront peut-être moins généreux qu'ils l'ont été pendant la période de la crise. Mais en tout cas, on a développé un réseau. Personnes que je ne connaissais pas. Donc, cette crise nous a aussi mis des relations maintenant. Donc, ce serait beaucoup plus rapide à mettre en place qu'au début. Effectivement, moi, les pépiniéristes, je ne connaissais pas. Je n'avais pas de réseau chez les pépiniéristes et les fournisseurs de voiles d'hivernage. Donc, maintenant, c'est vrai que si je devrais demain mettre en place ce réseau, ça serait plus rapide. Voilà, donc localement, effectivement, maintenant, j'ai un certain réseau, les associations aussi, les élus aussi, ce serait beaucoup plus rapide. Effectivement, maintenant, on a eu cette collaboration très étroite donc, qui nous permet d'avoir ce réseau, donc ça serait plus rapide. Après, les dons, effectivement, je pense que ça serait peut-être pas aussi rapide que ça a été là pour le mois de mars. En tout cas. Pour pas oublier, j'avais une question sur les déprogrammations. Est-ce que les déprogrammations qui sont faites, hôpital de jour, bloc opératoire et tout, est-ce que ça a eu un impact sur vos stocks? Est-ce qu'il y a des produits perdus? Est-ce qu'il y a un impact financier? Alors,
C'est-à-dire qu'au départ, en fin de compte, on nous parlait de la vague allait arriver, la vague allait arriver, donc on a essayé de se préparer, mais on ne savait pas exactement quel type de besoin on allait répondre. Donc c'est pour ça qu'on était aussi en difficulté sur certains matériels et médicaments, parce qu'on a essayé d'anticiper, mais on ne savait pas exactement ce dont on allait avoir vraiment besoin. Pour moi, ralentissement de certaines activités, je me pose la question par rapport à la réouverture de certains services, avoir un nouveau besoin important des activités qui allaient reprendre, et en même temps continuer les besoins qui répondaient au Covid. Donc, j'étais en questionnement sur pouvoir répondre à ces besoins. C'est une double activité, hein, l'activité classique à l'établissement comme le nôtre, par exemple, et MCO, et puis aussi continuer l'activité Covid. Pour l'instant, je dois dire qu'on reprend quand même, l'activité se reprend progressivement. Hein, ça n'a pas été une demande très forte. Chaque service aussi a dû on a dû remettre les services, réorganiser les services par rapport au déménagement. On a dû réorganiser les services à nouveau par rapport aux activités initiales. Donc, il a fallu reprendre du temps pour à nouveau redémarrer l'activité normale. Donc, voilà. Bon, là, actuellement, on est toujours en tension par rapport aux non-tissés, notamment au linge de bloc. Hein, nous avons, par exemple, des problèmes de pyjama de bloc, hein, puisque le non-tissé, nous avons des tenues en non-tissé en usage unique. Donc là, nous sommes repartis en linge tissu. Donc, nous avons repris un circuit de linge tissu avec un partenariat avec une lingerie locale. Actuellement, ce que je peux aussi vous dire, c'est que nous avons des tensions aussi au niveau des gants. Ça, je n'en ai pas parlé dans notre diapo parce que c'est un impact du Covid, c'est-à-dire que la population, même le personnel soignant, ont voulu se protéger, se surprotéger. Donc, on a eu une surconsommation de gants qui n'était pas en fin de compte dans nos bonnes pratiques initiales, hein, de mettre des gants systématiquement pour tous les soins. Et on a une surconsommation, donc cette surconsommation crée une pénurie qui n'était initialement pas du fait du Covid. Et donc, on dépend des productions de d'autres pays, fait que le coût a augmenté et aussi les livraisons se font plus difficilement actuellement au niveau des gants. Peut-être, je vais rebondir là-dessus, notamment la dépendance d'autres pays, et une autre question qui a été posée, sur la production. Le sentiment que les pharmacies, il y a toujours des activités de production, de préparation dans les pharmacies hospitalières, mais au-delà peut-être des chimiothérapies ou des nutritions, c'est des activités, il me semble, souvent devenues assez marginales. Est-ce que la crise, ça doit nous pousser est-ce que c'est le retour de plus d'activités de préparation, d'après vous, dans les pharmacies ? Bon, alors allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. Bon, alors, ma vision reculée toujours. Bon, on l'a vu, il a fallu se remettre à produire les solutés hydroalcooliques. La France, ses acteurs ont trouvé des tas de solutions déclinées avec les mairies, avec les facultés locales de GHT, etc. Moi, je pense que revenu à un état normal, il faut laisser les industriels faire en quantité des choses, mais garder quand même un espèce de fond de fabrication pour garder le savoir-faire et le transmettre. Hein. Et on l'a vu là, heureusement qu'il y avait un savoir-faire et voilà, et qu'on a pu reprendre. Et que si on perd ce savoir-faire, à l'occasion d'une prochaine crise, ça pourrait être dramatique.
Merci. Question également sur la performance et l'organisation logistique. Est-ce qu'on ne peut pas prendre exemple sur l'organisation de la logistique du service des armées? Est-ce que les militaires sont des références reconnues, je crois, en termes logistiques? Est-ce qu'un de vous trois a un avis sur cette question? Est-ce qu'il faudrait se rapprocher de ce qui est fait au niveau de la logistique du service des armées? Je pense notamment aux hôpitaux gérés par les hôpitaux des armées. Alors, personnellement, je suis incapable de répondre parce que je ne connais pas le détail de la logistique de produits de santé des armées. Mais ce que je constate quand même, c'est que les hôpitaux de santé des armées subissent des réductions drastiques, voire se rapprochent, c'est le cas à Lyon, des Jeunettes se rapprochent des hôpitaux du CHU de Lyon. Je ne sais pas. Je sais pas si Mme Mévélec ou Bernard ont des idées là-dessus. Je ne connais pas assez. Je partage ton premier commentaire. On voit que de toute façon, dans beaucoup d'établissements des armées, un rapprochement majeur vis-à-vis des établissements locaux et évidemment un rapprochement des PUI. Après, le système de l'armée, il est sûrement performant dans les situations donc extérieures de campagne. Et là encore, on est sur des activités très ciblées. On n'est pas dans la prise en charge polypathologique d'un Covid. Donc, moi, je ne pense pas que ce modèle soit un modèle extrapolable. Par contre, ce qu'il faut sûrement regarder, c'est ce qui se passe dans les autres pays à travers le monde en termes de logistique hospitalière et de voir là encore quels sont les acteurs qui participent à cette logistique hospitalière. Et on retrouve donc les acteurs professionnels, notamment les dépositaires. Donc, il y a des vrais enjeux. On a eu ces réflexions-là il y a au moins de 10 ans en France. Et elles n'ont pas abouti, mais en tout cas, elles restent en tout cas d'actualité, c'est-à-dire quels sont les acteurs professionnels capables de nous aider dans l'acheminement des produits de santé. Après, pour ce qui est des fabrications, là encore, fabriquer un chat est sûrement quelque chose d'accessible. Fabriquer un antibiotique par lyophilisation demande une infrastructure particulièrement complexe et seuls peut-être quelques établissements de type Pharmacie Centrale Paris seraient capables de faire ça, mais ça va se compter sur les doigts, même pas d'une main. Donc, je ne pense pas que les pays aujourd'hui, tous les pays soient à même de pouvoir fabriquer des produits en quantité importante et de qualité. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que j'ai été le plus complet possible en essayant de me faire le porte-parole des différentes questions qu'on a pu avoir. Il est 59 à ma montre, donc il est l'heure de conclure ce webinaire. Je voulais vous remercier vraiment beaucoup, tous les trois, pour ce partage d'expérience et puis pour ces débats et ces discussions qui étaient très, très riches et complémentaires. Je ne vais pas me lancer dans une conclusion, simplement pour dire qu'on avait bien vu hier sur la logistique cette thématique de la préparation et de la réactivité. Je crois que ça a été démontré encore aujourd'hui. Vous nous avez montré à quel point il y a eu de la volonté et de l'énergie pour faire. Mais j'ai aussi entendu beaucoup d'éléments d'espoir chez vous, le sentiment que peut-être cette crise était un accélérateur, un déclencheur de quelque chose, et que probablement qu'un certain nombre de sujets qui étaient déjà sur la table depuis des années, un certain nombre de freins, peut-être que cet épisode finalement sera un accélérateur, une prise de conscience, un catalyseur pour progresser, pour moderniser et pour à la fois aller plus loin dans la culture outils et en informatique, système d'info et intelligence artificielle, et en même temps en gardant bien en ligne de mire les missions propres des pharmaciens. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les participants qui ont posé des questions, qui ont écouté, et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Merci. Je termine.